Bonjour à vous et bienvenue sur cet épisode du podcast de la puissance mentale. Aujourd'hui, on va voir comment faire pour devenir excellent en matière de coaching, comment proposer des accompagnements qui soient puissants, qu'on ait cette compétence qui soit de plus en plus fine, qui soit de plus en plus précise et finalement devenir un ou une coach qui soit solide. Parce que c'était une des questions qu'on m'a posées justement dans le club puissance mentale. Quels sont les points principaux à observer pour justement passer des caps dans ces accompagnements, que ce soit en termes de posture, que ce soit en termes de structure, que ce soit en termes d'utilisation de différents outils pour justement accompagner les personnes vers des caps significatifs. Et aujourd'hui, justement, je vais vous partager ça, les 5 points qui pour moi font une grosse différence. Et tout au long de ce que je vais vous partager, posez-vous cette question, prenez de la hauteur par rapport à vous, par rapport à votre pratique, par rapport à ce que vous proposez déjà peut-être, et demandez-vous de 0 à 10 à combien la clé que je vous partage, eh bien, vous l'appliquez dans votre quotidien d'accompagnement. Avant ça, je tenais vraiment à vous remercier. Oui, du fond du cœur, à vous remercier pour toutes les étoiles, non pas les étoiles que vous mettez dans mes yeux. Oui, ça c'est évidemment, vous allez mettre des étoiles dans mes yeux lorsque vous allez, pour ceux qui ont évidemment lu le livre et qui ont obtenu le livre Puissance mentale aux éditions Erol. Pour beaucoup, vous avez mis des commentaires sur Amazon, notamment le dernier qui m'a fait chaud au cœur de Valou de Bretagne, qui écrit « Je recommande vivement cet ouvrage qui vous fera découvrir ce qu'est la puissance mentale. Je suis moi-même épanoui grâce à cette méthode de dingue. Ce livre contribue à faire évoluer l'humanité et vous aide à devenir inarrêtable. Merci Geoffrey pour avoir créé cette méthode qui devrait être enseignée, selon moi, dès le plus jeune âge. » Ça, on est d'accord. Connaître nos potentiels pour devenir de meilleurs humains, j'adore. Acheter ce livre, c'est vous faire le cadeau d'une transformation certaine. Donc pour ceux qui n'ont pas encore le livre, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pour ceux qui l'ont déjà, un petit commentaire Amazon si c'est possible pour vous, ça serait génial, quoi qu'il en soit. J'espère en tout cas que ce livre vous aide ou vous a aidé dans l'évolution à la fois personnelle et ou professionnelle. Alors aujourd'hui, on voit justement les 5 clés que j'ai envie de vous partager pour devenir un ou une coach qui soit, boum, solide. La première, celle-là, vous ne devez pas y échapper. D'ailleurs, c'est quelque chose que moi-même j'utilise tout le temps, que ce soit lorsque j'accompagne des athlètes de haut niveau, des dirigeants, des chefs d'entreprise, des managers, des artistes, toutes les personnes que j'accompagne en individuel, mais aussi lors de mes formations, quelles qu'elles soient. C'est quelque chose que je mets tout le temps en place parce que ça me permet de passer des caps significatifs à chaque fois que je mets ça en place. Alors, roulement de tambour ou pas? Oui ou non? Roulement de tambour ou pas? Je ne vous entends pas, public en délire. Imagine le mec, il est tout seul face à son micro. C'est comme s'il parlait devant 1000 personnes en fait. Alors oui, n'importe quoi Geoffrey. Alors la première chose, c'est le feedback. Mais le feedback, 2 types de feedback. Le premier feedback, c'est lorsque vous allez accompagner quelqu'un. C'est de prendre cette hauteur par rapport à vous-même et de vous dire, ok, qu'est-ce que j'ai bien fait? Concrètement, en quoi j'ai été bon dans cet accompagnement? Deuxième point, qu'est-ce que je peux concrètement améliorer? Mais attention, que ce soit avant le coaching, peut-être dans ma façon de me préparer, peut-être dans l'énergie dans laquelle j'étais, peut-être d'autres choses, mais aussi pendant le coaching. Qu'est-ce que je peux améliorer concrètement? Et ça, plus vous allez l'écrire, plus vous allez prendre des notes par rapport à ça, plus ça va vous permettre de savoir quelle action mettre en place pour le prochain coaching, parce que c'est ça qui est essentiel. Au-delà de vous dire, tiens, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que je peux améliorer? Vous avez vu, je n'ai pas dit qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Je dis qu'est-ce que vous avez bien fait, qu'est-ce que vous pouvez améliorer. Et plus, le troisième point, vous allez mettre les actions que vous allez décider de mettre en place par la suite, plus ça va vous faire passer des caps. Et ce qui va être drôle, c'est enfin, quand je dis drôle, dans le sens, ça va être intéressant, oui, ça peut être drôle aussi, c'est d'observer les fiches que vous avez peut-être remplies il y a de ça 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 1 an, et voir justement si oui ou non, ce que vous aviez fait comme auto-feedback, vous l'avez amélioré, parce que des fois, on peut s'améliorer sur plusieurs séances, et puis après, les mauvaises habitudes peuvent revenir. Donc ça va être intéressant aussi d'observer tout ça, et c'est ce qui va vous aider concrètement à passer des caps. Je sais que moi, quand j'accompagne une personne en individuel, je me pose tout le temps ces questions-là. Tout le temps. Je me fais toujours un auto-feedback, on peut appeler ça une autocritique, mais dans tous les cas, c'est extrêmement constructif. Et c'est vrai que des fois, on se dit « Ah là là, pourquoi j'ai fait ça? J'aurais dû faire ci et j'aurais dû faire ça. » Et c'est vrai qu'on peut ressentir un peu de culpabilité, on peut être un peu frustré pour le fait de ne pas avoir mis en place telle ou telle chose. Pas de souci, on en tire une leçon d'apprentissage et on fait en sorte de s'améliorer pour la prochaine fois. Et concrètement, moi, quand je vois des gens
rester dans les pensées, dire « Ah oui, mais comment je pourrais faire pour donner un coaching qui soit bon, etc. » La meilleure manière, c'est de pratiquer. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. Ou autrement dit, dans l'Académie de puissance mentale, training, 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 training. Il n'y a que comme ça qu'on peut progresser. On passe à l'action, on s'entraîne, on se fait un feedback et on améliore. Donc là, le feedback que je vous proposais là, c'est de le faire vous vis-à-vis de vous-même. Mais ensuite, le feedback qui est vraiment puissant aussi, c'est de demander directement aux personnes que vous accompagnez. Et c'est vrai que parfois, on peut avoir tendance à le demander en fin d'accompagnement, au bout de X séances, mais rien ne vous empêche de le demander à la fin de chaque séance, ou tous les 2 séances, tous les 3 séances, peu importe. En tout cas, que vous ayez, vous, des critères observables, peut-être d'amélioration. Et ça, comment ça se fait ? C'est très simple. Moi, quand j'accompagne, je me souviens, un dernier exemple en tête, un athlète de haut niveau que j'accompagne, un Olympien, je lui dis, écoute, est-ce que là, la séance que je t'ai proposée, elle te convient ? Oui, non. Il me dit, oui, oui, oui. Je suis OK. Est-ce qu'il y a des choses que tu vois que je pourrais améliorer dans la façon de te proposer la séance ? N'hésite pas à me le dire. Et là, j'ai bien aimé ce qu'il me dit. Il me dit, non, mais Geoffrey, là, c'est nickel. Et d'ailleurs, compte sur moi. S'il y avait quelque chose à améliorer, je te le dirai. Donc ça, c'est important aussi que la personne se sente libre aussi de vous proposer des axes d'amélioration, parce que c'est aussi la personne qui est au centre du processus, qui est au centre de l'évolution. Donc, c'est important qu'elle se sente bien, qu'elle se sente libre, et surtout que ce que vous mettez en place lui convienne amplement. Ça peut être à la fois des conditions comme par exemple de lieu, ça peut être des conditions de timing, des conditions, bref, des choses que vous proposez et qu'elle préférerait les voir différemment. Si pour vous c'est possible, évidemment, faites-le. Si ce n'est pas possible, évidemment, vous lui expliquez que c'est peut-être pas possible. Que ce soit à la fois sur le fond, sur la forme. Dans tous les cas, l'idée, c'est d'être dans une optique, dans un mindset d'excellence, d'amélioration continue. Et ça, croyez-moi, vous ne pouvez pas ne pas vous améliorer si vous mettez ça en place, parce que c'est concrètement ce que font les plus grands champions. Ils s'entraînent, feedback, auto-feedback, feedback de leur coach qui les regarde. Ça ne marche que comme ça. Les gens qui veulent devenir bons, veulent devenir excellents, sans pratiquer, je suis désolé, mais c'est impossible. Et oui, au départ, vous allez être maladroit, au départ, vous allez peut-être vous tromper, vous allez peut-être faire des choses que, par la suite, vous allez vous dire « Ah, j'ai fait une grosse connerie ». C'est pas grave, je suis aussi passé par là, il m'arrive encore d'avoir des maladresses, il m'arrive encore de faire des choses où je me dis « Mince, j'aurais dû le faire différemment ». Mais ça, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de continuer, soit 1, de ne jamais avancer, soit 2, de continuer dans cette maladresse. Là, ça devient problématique. D'accord ? Donc, point numéro 1, hyper important, et d'ailleurs, la question que je vous pose, de 0 à 10, vous, dans vos accompagnements, ou alors si vous êtes manager, dans la façon d'accompagner vos équipes, la culture du feedback, où est-ce que vous en êtes ? De 0 à 10, 0 pas du tout, 10 au taquet. Et là, en fonction de ça, demandez-vous comment vous pouvez peut-être améliorer cette demande de feedback. Moi, je me souviens quand j'étais à l'école des officiers de police, après chaque séance, non, je dis des bêtises, pas toutes les séances. Quand j'avais des personnes en séance, en one-shot, c'est-à-dire que j'allais les voir une fois et après, j'allais plus les revoir, soit parce qu'ils étaient sur un autre stage et puis j'avais une séance de découverte avec moi sur la préparation mentale. Dans ce cas-là, je leur donnais à chaque fois un questionnaire sur feedback, et anonyme ou pas, c'est comme ils voulaient, comme ça, et je leur disais, lâchez-vous, dites-moi tout ce que vous avez aimé, dites-moi tout ce que je dois améliorer, comme ça, moi, ça va me permettre de passer des caps. Et pour les gens que j'accompagnais à l'école de police sur plusieurs séances, soit je leur demandais de façon orale, soit à la fin, je leur demandais sur un écrit. Donc ça, c'est vraiment très, très puissant. Et d'ailleurs, c'est des process que j'utilise aussi dans l'Académie de puissance mentale. Par exemple, les gens qui sont en formation, en coaching, en préparation mentale, ils reçoivent, je ne sais plus si c'est tous les 3 semaines ou tous les mois de façon automatique, un questionnaire, et je lis toutes les réponses, parce que pour moi, c'est vraiment très précieux, et je leur dis, c'est un cadeau quand vous me donnez des axes d'amélioration. C'est encore une fois une histoire de mindset. Est-ce que les axes d'amélioration, vous voyez ça comme des attaques personnelles, ou au contraire, est-ce que vous voyez ça comme des cadeaux qu'on vous fait ? Point numéro 2 maintenant, donc pour vraiment améliorer votre qualité d'accompagnement, ça va être de chercher l'objectif qui sera le plus pertinent pour la personne que vous accompagnez. Je vois trop de personnes qui restent dans un objectif de surface. La personne vient vous voir avec un objectif, vous l'écoutez et dire « Ok, c'est sur ça que je vais t'accompagner ». La vraie question, c'est est-ce que c'est ça le vrai objectif, ou est-ce qu'il n'y a pas un objectif un peu plus racine qui est en dessous de cet objectif ? Et souvent, la question qu'on me pose, c'est « Geoffrey, est-ce que si on soulève un loup, dans le sens où si on soulève une problématique qui a l'air d'être un peu contraignante pour la personne, est-ce que je dois l'accompagner sur ça, oui ou non ? » En réalité, ce n'est pas à vous de le dire. C'est de valider ceci avec la personne que vous accompagnez. Parce que la personne peut venir vous voir pour une histoire de
prise de parole en public. Et puis après, on se rend compte que derrière ça, il y a un problème de relation avec sa famille ou quelque chose comme ça. Tout simplement, là, c'est à vous de lui dire, OK, est-ce que tu veux qu'on continue à travailler sur juste la prise de parole en public ou est-ce que tu veux qu'on travaille déjà, ou alors en parallèle, ou alors en amont, sur la relation que tu as au sein de ta famille. Et ça, c'est à la personne de valider. Ce n'est pas à vous, d'accord? Bien évidemment, vous allez l'aider à prendre de la hauteur et du recul par rapport à ce qu'elle vit, mais ça sera à elle de valider. Donc ça, c'est vraiment important de se dire, tiens, est-ce qu'on est sur la bonne problématique? Est-ce qu'on n'est pas sur la bonne problématique? Et ça, vous, avec votre expérience, vous allez pouvoir ressentir les choses aussi par rapport à ce que dans la façon dont la personne s'exprime, la façon de dire les choses, dans ses silences, dans tout ce qui est paraverbal aussi, mais aussi en lui demandant tout simplement de valider ou non le coaching l'objectif que vous vous êtes fixé. Point numéro 3, et ça, j'en vois beaucoup qui perdent justement la maîtrise de ce point-là, notamment au début. Enfin, quoique, je dis notamment au début, c'est notamment au début si on y prête attention et qu'après, on fait en sorte de modifier ça. C'est le fait de ne pas se laisser embarquer par la personne que vous accompagnez. Quand je dis ne pas se laisser embarquer, c'est tout simple. Quand vous allez poser une question à une personne, parce que vous avez un objectif derrière qui est d'activer un levier transformationnel, la personne, elle va vous répondre à la question et elle va partir dans une histoire, que peut-être une histoire qu'elle se raconte en disant « Oui, mais en fait, en 1984, il s'est passé ça, et peut-être que machin, et toi, tu te dis « Oh là là, vers où on est parti ?» Et concrètement, peut-être parfois, tu n'oses pas couper la parole, peut-être que c'est difficile pour toi, ou peut-être même, encore pire, tu ne t'en rends même pas compte que tu es embarqué à la fois mentalement dans l'histoire de la personne, peut-être même émotionnellement, et à un moment donné, tu regardes l'heure, il y a 1h30 qui est passée, on n'a pas du tout avancé sur l'objectif, et là, boum, gros problème. Alors oui, peut-être que la personne, elle a parlé, et au final, c'est peut-être une bonne chose, mais en tout cas, peut-être qu'elle n'a pas optimisé le temps qu'elle a passé avec toi. Donc là, ce qui est important, c'est d'apprendre à recadrer et pas se laisser embarquer. Comment? Eh bien, c'est très simple. Si vous sentez que la personne, à un moment donné, elle part dans des histoires et tout ça, je lui dire, ok, attends, parce que là, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'informations. Par rapport à tout ce que tu me dis, qu'est-ce qui est le plus important pour toi que je dois entendre pour comprendre vraiment ce que tu vis? D'accord? Ça, c'est une idée que vous pouvez dire à la personne. Ou alors, ok, tiens, je te propose de faire juste un stop parce que là, on est parti dans plein d'histoires. Je vais te proposer une synthèse. Dis-moi si ça valide pleinement ou pas par rapport à ce que tu viens de dire. Ou alors, même redire à la personne, ok, là, j'entends que cette histoire, elle est importante pour toi, mais concrètement, est-ce que c'est en lien direct avec notre problématique du moment? Oui ou non? Et tout ça avec bienveillance, mais ça va être votre job, les amis, de justement recadrer la personne que vous accompagnez pour pas qu'elle parte dans tous les sens. Parce que concrètement, si aujourd'hui, elle vient vous voir avec une problématique, c'est aussi parce qu'elle est dispersée, parce elle manque de focus, parce qu'elle est le nez contre sa problématique, elle ne voit que cette problématique. Et donc vous, en la recadrant de façon bienveillante évidemment, à votre façon, avec votre saveur, avec votre façon de faire, vous allez l'aider à prendre du recul par rapport à ce qu'elle est en train de vivre et surtout, vous allez l'aider à faire une sorte de rupture de pattern, c'est-à-dire vous allez l'aider à faire une rupture par rapport à tous ces schémas mentaux qu'elle exprime en boucle sans cesse. Et ça va lui évidemment être une grande aide. D'accord? Donc ça, c'est important. Posez-vous la question aujourd'hui de 0 à 10, à combien réussissez-vous à recadrer la personne, à donner du cadre à la personne que vous accompagnez avec énormément de bienveillance, encore une fois, évidemment, mais de 0 à 10. 0, pas du tout. 10, c'est bon, c'est OK, j'arrive à recadrer la personne. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Moi, je le vois, notamment quand je fais des coachings de groupe. Là, si vous laissez une personne partir dans son histoire personnelle et qu'elle n'arrête pas de sortir son histoire, je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, mais le risque, c'est que, 1, il n'y a pas forcément d'intérêt par rapport au thème du jour. 2, vous risquez de perdre à la fois le groupe et aussi la dynamique que vous aviez souhaité instaurer. D'accord? Donc ça, très très important. Point numéro 4, important aussi, peut-être un point contre-intuitif, notamment ceux qui sont dans l'accompagnement, parce qu'ils sont là pour aider les gens, qui ont besoin aussi de donner du love, qui ont besoin aussi d'en recevoir. Le point numéro 4, c'est que quand on est coach, quand on est dans l'accompagnement, quand on est thérapeute, on n'est pas un pote. Je répète, on n'est pas un pote, on n'est pas forcément un ami. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce positionnement-là, vous allez pouvoir dire les choses, vous allez pouvoir poser des questions qu'un pote ne poserait pas nécessairement à cette personne.
Tout simplement, quand vous voyez la personne aller dans un schéma mental, en train de répéter une histoire qu'elle se raconte peut-être depuis X années, là, à ce moment-là, vous allez pouvoir créer encore une fois une rupture de pattern réellement pour qu'elle fasse un stop, qu'elle prenne de la hauteur et qu'elle trouve une vraie réponse à cette question, tout simplement parce que cette question, vous ne l'avez pas posée pour être aimé, vous n'avez pas posée pour montrer que vous êtes le meilleur des coachs, vous l'avez posée parce que vous avez estimé que c'était le bon timing. D'accord ? Et ça demande aussi une sorte d'assertivité, ça demande de la posture, ça demande du leadership. Et plus vous réussirez justement à poser des questions qu'un pote peut-être ne s'autoriserait pas à poser, et plus vous allez gagner en posture. Et là, la personne va se sentir cadrée, va se sentir guidée, va sentir aussi que vous allez poser des questions qui peut-être au départ sont inconfortables, mais va l'aider grandement à passer des caps. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont peut-être un petit peu de difficulté avec ça, c'est très simple. Vous pouvez aussi introduire la question, dire « Ok, écoute, j'entends ce que tu me dis, je vais te poser une question. Certes, peut-être que ce n'est pas une question qu'un ami pourrait te poser, que quelqu'un qui a envie de recevoir de l'amour de ta part poserait. Mais moi, là, dans mon job, tu me payes pour ça, je vais te poser cette question. Alors, écoute bien. Aujourd'hui, et boum, vous posez la question qui peut être pertinente pour vous, et ça va être très important. Okay ? Alors, la même chose, de 0 à 10, à combien avez-vous dans votre posture d'accompagnement ? Est-ce que vous avez une posture de « oui, c'est bien », et puis vous n'osez pas vous positionner en tant qu'expert de l'accompagnement auprès de la personne, tout simplement parce que peur que la personne veuille terminer le coaching, ne vous aime plus, etc. Ou alors, au contraire, est-ce que de 0 à 10, donc à 10, vous avez un positionnement qui est clair avec ça, et c'est OK. On n'est pas là en tant qu'ami, mais on est là en tant que professionnel pour aider la personne à passer des caps. D'accord ? C'est un petit peu comme, on pourrait faire le parallèle au coach sportif qui, à un moment donné, propose, moi je me souviens d'un Russe qui m'avait fait un entraînement quand je préparais des championnats du monde de kettlebell sport, et je lui dis, écoute, là franchement c'est très très dur pour moi, je galère. Il me dit, non mais attends, je crois que tu m'as payé pour ça, malheureusement. Il dit, et moi aussi, je galère. Et là, il m'envoie une photo de lui en train de s'entraîner dans sa salle de sport. Au fond de moi, je me suis dit, lui, il en a rien à foutre que j'essaye de me passer en victime. Il est là juste pour m'accompagner et il se détache du fait que moi, j'essayais peut-être à ce moment-là de me victimiser en disant, s'il te plaît, tu pourrais me donner un entraînement un peu moins lourd. Et là, j'ai bien compris que j'avais affaire à un vrai professionnel et pas forcément quelqu'un qui cherchait à être aimé, mais quelqu'un qui était là pour mon bien aussi, mais qui voulait que je progresse. D'accord ? Donc ça, c'est très important, votre posture. Vous n'êtes pas un pote, mais vous êtes un professionnel de l'accompagnement et vous êtes là, évidemment, pour faire passer des caps à la personne. Point numéro 5, et ça aussi, c'est, je vois trop souvent des personnes qui, émotionnellement, sont impactées à cause de ça et se sentent parfois même démunies, voire perdues. C'est de considérer que l'accompagnement que vous proposez, c'est un réel travail d'équipe. Vous avez votre part de responsabilité et la personne que vous accompagnez a aussi sa part de responsabilité. Mais attention, ça c'est pas une excuse pour vous dédouaner d'un résultat que vous étiez fixé ensemble et qui n'a pas été atteint. C'est juste de dire, tiens, à mon niveau, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que la personne ait tout l'écosystème et toute la possibilité de grandir et de passer des steps à chaque fois. Ça, vous avez évidemment une obligation de moyens, mais vous avez surtout une obligation de mettre tous les moyens qui sont à votre disposition pour que la personne puisse grandir. Je me souviens d'un accompagnement comme ça que j'avais proposé à un dirigeant, un chef d'entreprise qui était aussi un athlète. Et il me dit, écoute Geoffrey, j'aurais vraiment envie que notre première séance, elle se fasse en présentiel. Est-ce que c'est possible ? Et là, je sais que pour lui, ça lui tenait à cœur. Ce n'était pas du tout prévu dans le contrat. C'est à ce moment-là, j'habitais près de Paris. Et il me dit, écoute, je suis prêt, il venait du sud de la France, il me dit, je suis prêt à venir sur Paris pour ça, est-ce que c'est OK ? Et moi, je me suis dit, peut-être que ça, justement, ça va créer chez lui quelque chose de vraiment impactant, on va pouvoir vraiment travailler, créer un lien solide, profond. Et pour le coup, je lui ai dit, OK, bingo, on se le fait. Et là, c'est vrai qu'à ce moment-là, moi, j'ai mis tous les moyens en œuvre parce que c'était à ma portée, parce que c'était possible, parce que je kiffais ça aussi. Et j'ai mis ça en place parce que je considérais que lui, il avait sa part de responsabilité à mettre des choses en place. Mais moi aussi, j'avais aussi ma part de responsabilité à mettre des conditions qui étaient aussi favorables au coaching entre nous deux. Et je sais que pour lui, c'était vraiment très important qu'on se voit, notamment sur la première séance.
Donc, c'est quelque chose que j'ai mis en place et qui, au final, a été très porteur par la suite. Donc, dans ce point numéro 5, quand je vous dis que c'est un travail d'équipe et que vous devez mettre tout en œuvre justement pour faire en sorte que l'objectif que vous êtes fixé soit atteint, c'est aussi important de vous détacher du résultat. Mais quand on dit détacher du résultat, c'est pas de n'importe quelle manière. Ça veut dire qu'on s'en fout du résultat. Non, c'est pas ça. Quand je dis se détacher du résultat, c'est se détacher émotionnellement du résultat. Moi, je sais que quand j'accompagne des Olympiens, bien évidemment, on est dans du très haut niveau. Quand on est dans du très haut niveau, ça se joue parfois à quelques millièmes de seconde. Et là, si on commence à sombrer parce que l'objectif qu'on s'était fixé n'a pas été atteint, comme par exemple d'être à son plein potentiel ce jour-là, n'a pas eu une place sur le podium, etc. Le risque, c'est qu'on ne reste pas professionnel. Donc le but, c'est de prendre de la hauteur et de se détacher effectivement émotionnellement du résultat. Ça veut dire qu'évidemment, le résultat, il nous emmerde. Bien évidemment, moi, quand j'ai des athlètes qui me disent « écoute, là, sur la compète, ça s'est mal passé », pas de souci, on avance, on continue, on va recalibrer. Et d'ailleurs, on remet en place un vrai feedback, un feedback très solide, notamment un feedback opérationnel, comme j'en parle d'ailleurs dans le livre Puissance mentale aux éditions Erol. Et ça va être important parce que sinon, si vous êtes trop attaché émotionnellement au résultat, et surtout sur le long terme, quand je dis sur le long terme, c'est-à-dire si ça vous travaille pendant des jours et des jours, le risque, c'est que vous manquiez de professionnalisme et que vous ne deveniez pas un coach qui soit solide, comme ce que j'avais dit dans l'introduction de ce podcast. Donc ça, c'est fondamental. Donc, travail d'équipe. Et vous avez votre part de responsabilité, la personne a sa part de responsabilité et on se détache le plus possible émotionnellement du résultat pour éviter notamment qu'il nous fasse perdre en professionnalisme. D'accord ? D'ailleurs, la question que je vous pose, de 0 à 10, à combien aujourd'hui dans vos accompagnements avez-vous tendance à prendre ça en considération, le fait que ce soit un travail d'équipe, que la personne a sa part de responsabilité et que vous aussi, vous avez votre part de responsabilité et donner évidemment le max. Il y a une phrase que je disais déjà quand j'étais policier, c'est « contrôle une personne comme t'aimerais être contrôlé ». D'accord ? Eh bien, j'applique la même chose dans le coaching, dans l'accompagnement, c'est accompagner une personne comme toi-même tu aimerais être accompagné. Et pareil dans mes formations, j'amène énormément de qualité, je fais du mieux possible, j'ai un niveau de présence, un niveau de réactivité pour les gens qui me font confiance qui est assez important parce que moi aussi, j'apprécie lorsque je suis en formation, lorsque je suis en coaching, lorsque j'ai une question, eh bien que la personne prenne le temps de me répondre et que ça ne soit pas quelque chose qui soit soit délégué à une secrétaire, soit que ma question ne soit pas répondue. Donc c'est important, accompagner les gens comme vous aimeriez être accompagné. Très très important. Ça fait combien ? Ça fait une bonne vingtaine de minutes que je vous partage donc les 5 points fondamentaux qui pour moi vont faire en sorte que vous allez vous développer, vous allez passer des caps significatifs dans vos accompagnements. Alors concrètement, avant que je les résume, lesquels comme ça ont fait écho ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là en disant « Ah oui, c'est sur ça que je vais porter mon attention ». Parce que concrètement, écouter un podcast avec moi, c'est génial. Mais ce qui est encore plus génial, c'est de le mettre en application dès que vous en avez la possibilité. Alors je résume très simple. Point number 1, le feedback vis-à-vis de soi, enfin un auto-feedback, et aussi oser demander du feedback aux personnes que vous accompagnez. Où est-ce que vous en êtes par rapport à ça ? Point numéro 2, valider que l'objectif que vous vous êtes fixé avec la personne, ça soit le bon objectif et surtout que ce soit un objectif qui soit racine, un objectif qui soit pas un objectif de surface où on est juste en mode mental, dit oui, ça c'est bien. Non, on va en profondeur où la personne elle ressent au fond d'elle que c'est quelque chose qu'elle a besoin de travailler. Point numéro 3, à quel point vous êtes capable et à quel point vous autorisez aussi à recadrer la personne pour pas vous laisser justement embarquer dans les histoires qu'elle vous raconte ou qu'elle se raconte à elle-même. Point numéro 4, est-ce que vous avez tendance à être en mode copinage, en mode j'ai besoin de love et du coup, vous ne posez peut-être pas les questions qui soient les plus pertinentes, vous autorisez pas à dire des choses qu'au fond de vous, vous savez que vous devriez dire. Et enfin, point numéro 5, le fameux travail d'équipe, votre part de responsabilité qui est aussi une part de responsabilité de la personne que vous accompagnez, mais à combien vous avez conscience de ça dans les accompagnements que vous proposez ? De quelle façon vous avez le sentiment d'être pleinement présent et donner un maximum de moyens pour les personnes que vous accompagnez et justement en quoi vous pouvez améliorer tout ça. Alors évidemment, tous ces points-là, nous, c'est des points qu'on voit de façon précise, qu'on ressasse sans cesse, qui travaillent justement la posture,
parce qu'il est important d'avoir une bonne posture quand on est face à des personnes qu'on accompagne ou même dans le avant, quand on va conclure des contrats avec des personnes. Et c'est pour ça que lorsqu'on a la bonne posture, ça évite justement ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Parce que le syndrome de l'imposteur, c'est quoi? C'est quand on a un problème de posture. Donc fondamental qu'une personne dans l'accompagnement, que ce soit un thérapeute, un coach, même des managers qui sont dans l'accompagnement, d'avoir cette posture de leader inspirant, comme on fait pour mettre en place tout ce qu'on vient de dire. Ensuite, d'avoir une bonne structure qui soit aussi solide d'accompagnement, parce que quand vous allez accompagner quelqu'un, on l'accompagne d'un point A à un point B, et comment on fait pour checker que la personne a une bonne évolution. Donc, tout ça, c'est effectivement des points qui sont fondamentaux et que l'on voit dans l'école francophone des coachs en préparation mentale lorsque l'on forme des personnes au coaching en préparation mentale. Et c'est ce qui permet justement d'arriver à des niveaux d'excellence en termes d'accompagnement, parce que tout ça, c'est des fondamentaux qui sont revus sans cesse au sein de l'Académie de puissance mentale. Voilà pour cet épisode de coaching. J'allais dire cet épisode de coaching. Non, voilà pour cet épisode de podcast. J'espère qu'il vous a plu. Quoi qu'il en soit, prenez bien soin de vous. Si vous pensez que cet épisode, évidemment, peut plaire à des gens de votre entourage, n'hésitez pas à leur partager. Et puis, moi, très simplement, je vous dis à la prochaine fois pour un autre épisode. Bye tout le monde!